Désir Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire. Acteur et partenaire de l'économie régionale, la Caisse d'épargne Rhône-Alpes vous présente Alpes Décideurs. Bonjour à tous et bienvenue dans Alpes Décideurs, le mensuel économique de Télé Grenoble, le rendez-vous des chefs d'entreprise, des partenaires d'affaires ou tout simplement des curieux du monde économique. Chaque mois, vous le savez, nous mettons en lumière les entreprises qui font le dynamisme des Alpes. À mes côtés pour nous accompagner, mon complice, notre expert Alain Denisot. Bonjour Alain. Bonjour Christophe. Aujourd'hui, on évoque avec vous... On va parler de la transition des valeurs, des repères et des valeurs économiques. Dans les entreprises. Il y aura la question de l'internaute, bien sûr. Et de façon assez cohérente, une question qui va bien avec. Le PIB, qu'est-ce que c'est, comment on le mesure ? Produit intérieur brut. Produit On verra intérieur ça brut. ensemble, une question de l'internaute évidemment. Les anniversaires, c'est sérieux et ça se fête parce que la pérennité d'une entreprise est aussi un gage d'adaptation et d'innovation. Dans un instant, nous célébrerons les 50 ans d'Innovalet entre Mélan et Montbonneau. Ce campus de l'innovation et des nouvelles technologies accueille près de 350 entreprises et plus de 11 000 salariés. Et puis il faudra un immense gâteau pour mettre les 170 bougies de la maison Chavant à Bresson. Mais on peut faire confiance aux pâtissiers de ce restaurant devenu une véritable institution. Tout est parti en 1852 d'une simple petite auberge de campagne. Depuis, Émile, Jean-Pierre et Daniel ont fait de cette adresse un incontournable en matière de gastronomie, portant haut l'art de recevoir. Alors Alain, depuis 2 ans, quels que soient les sujets qu'on évoque ici ensemble, nous avons parlé de révolution, on a parlé de changement de paradigme, de crise. Nous avons également vu certains secteurs économiques en souffrir, d'autres au contraire en tirer des opportunités. Ces événements, est-ce qu'ils vont ancrer profondément les changements ou est-ce que tout va reprendre comme avant finalement? Est-ce que tout ça laisse un contexte économique assez inédit au final ? Je pense que l'on vit depuis 2 ans les grandes transitions. Et donc, si on parle de grandes transitions, ça signifie que nos repères sont bouleversés. Alors aujourd'hui, c'est difficile d'analyser l'ensemble de la situation, sauf avoir un prisme extrêmement négatif. Mais ce qui est certain, c'est que l'enchaînement de la crise du Covid, puis des pénuries induites, puis on va dire de la crise, de la reprise extrêmement forte, puisqu'en fait ça générait une crise. Puis malheureusement, le conflit russo-ukrainien, puis les effets inflationnistes, à la fois de la pénurie liée à la crise du Covid, puis de l'approvisionnement russo-ukrainien, notamment en énergie, tout ça crée un bouleversement des repères, qui vient en plus s'ajouter avec des signaux visibles de nécessité de transition climatique. Donc tout ceci crée un ensemble où les repères, les valeurs bougent, qui incite plutôt à un pessimisme de court terme, mais dont on se dit que finalement, c'est probablement l'accumulation de ces éléments qui vont nous permettre de passer à l'étape d'après. Donc effectivement, ces crises génèrent une transition profonde dans nos modes de vie, dans notre société, et puis dans nos repères de création de valeur. On parle beaucoup de l'énergie. Par exemple, on avait un peu oublié que la France, notamment notre région, était une grande région productrice d'hydroélectricité et d'énergie renouvelable. En France, c'est 19% de production d'énergie renouvelable. Dans notre région, grâce à l'hydroélectricité qui a été construite il y a parfois un siècle, c'est 45%. Donc comme quoi, il y a un chemin pour aller vers plus d'énergie renouvelable. Mais en tout état de cause, les transitions sont en cours, elles sont douloureuses, je pense qu'elles seront douloureuses. Et puis tous les pays ne vont pas faire la transition au même rythme. Ce que disent les pays en voie de développement, on va dire, comme l'Inde, comme le sous-continent indien, c'est de dire, nous on veut bien la décarbonation, mais quand on aura votre espérance de vie, aujourd'hui c'est entre 60 et 70 ans, voire 65 dans les pays on va dire du périmètre indien. En Europe, on est à 80 ans. Donc il y a tous ces éléments.
la fois de transition et de désynchronisation, qui fait qu'on vit une période compliquée. Et puis ces changements, ils ont aussi touché les systèmes monétaires, les monnaies. Disons, ce que l'on voit tous, comme consommateurs, comme industriels, comme entrepreneurs, c'est l'effet inflationniste, qui est à la fois lié aux pénuries successives, avec des chaînes d'approvisionnement, si elles n'ont pas craqué, qui à un moment donné ont été très défaillantes, malgré tout. Les difficultés aussi de production dans certains pays, notamment la Chine, qui ouvre, qui ferme, qui ouvre, qui ferme. Et puis avec aussi les mesures de soutien étatique qui ont lieu dans la plupart des pays, notamment occidentaux, qui ont injecté énormément de monnaie par les banques centrales, et qui font qu'aujourd'hui, il y a un déséquilibre entre la création de valeur et la monnaie qui est disponible. Donc une tendance à la hausse des prix, à l'inflation. Et l'inflation est un mal redoutable. Alors l'inflation, on va dire, maîtrisée à 2-3%, c'est pas gênant. Mais l'inflation à 8-10%, aujourd'hui, 10%, c'est le niveau d'inflation en Europe, un peu moins en France, puisqu'en fait, il y a toutes les barrières tarifaires, énergétiques, mais pas uniquement. Il y a d'autres barrières tarifaires en France. Donc aujourd'hui, les banques centrales ont, dans leur mission intrinsèque, mais spécifiquement dans l'action, de calmer cette inflation, voire de la tuer, donc de remonter les taux d'intérêt pour arrêter la croissance. Voilà. Donc il est probable que ces actions qui sont nécessaires et douloureuses vont nous amener vers une période de croissance moindre, et moi je pense de récession au moins au premier semestre 2023. Les États-Unis, la Réserve fédérale américaine a tapé très fort sur la hausse des taux parce que leur économie est beaucoup plus plastique que la nôtre, capacité à ralentir et à redémarrer. La Banque centrale européenne est rentrée sur un chemin de hausse des taux qui à mon avis n'est pas terminé, un peu moins brutal parce que d'une part les économies européennes ont des parachutes sociaux qui permettent d'amoindrir un peu les chocs économiques. Donc ça compte malgré tout dans les opinions publiques. Puis d'autre part, l'euro n'étant pas encore une monnaie absolument refuge et chaque pays a encore son autonomie budgétaire, il y a le sujet de la dette. Plus les taux montent, plus la dette est chère pour les États. Ce qui n'est pas le cas pour les États-Unis parce que le dollar étant quand même la valeur refuge internationale, le sujet de la dette est un peu secondaire. Donc on est dans un schéma aujourd'hui qui est un petit peu compliqué, un peu complexe, et avec le financement également de la transition énergétique à assurer, qui est une transition aujourd'hui dont on a tous absolument la conscience. Donc oui, la situation est... La fin de l'argent pas cher, et puis aussi pour les ménages, c'est aussi la baisse du pouvoir d'achat. Oui, c'est ça, c'est l'inflation. Ouais, la situation dans laquelle nous vivons depuis 10 ans, en fait, qui est un argent à la fois abondant, pas cher, qui n'est pas une situation... Je pense que quand on regardera les cycles économiques dans quelques années, on se dira qu'on a vécu une situation anormale. Pour prendre un référence sur les emprunts d'État, le refinancement de la dette française, en fait, finalement, notre refinancement, il y a quelques semestres, l'État empruntait à moins 0,5. C'est-à-dire qu'en gros, sa charge d'emprunt, on lui redonnait plus d'argent que... Voilà, l'échéance. Aujourd'hui, on a 3%. Voilà. Donc, c'est plus normal. Structurellement, c'est plus normal. La transition est un peu douloureuse. Donc, je crois qu'il faut le dire comme ça. Et puis, il y a quand même la grande inconnue, c'est quid de l'approvisionnement énergétique et puis de l'accélération de la transition, qui ne se feront pas au même rythme. C'est-à-dire que assurer des outils de production énergétique, de transition, au cœur d'une crise énergétique, on n'est pas sur le même cycle. On est d'une part sur des cycles de crise, d'autre part sur des cycles d'investissement. Donc on est sur un contexte un peu compliqué. Mais en même temps, je pense que ça nous oblige à nous questionner et à nous impliquer encore plus collectivement sur ces sujets à la fois de transition et de sobriété. Oui, c'est ça. Qui sont identifiés, partagés depuis 30 ans maintenant, 30 ou 40 ans. Et je pense qu'aujourd'hui, les économies, on va dire, très développées sont un peu au pied du mur. Oui, ces nouvelles contraintes vont nous obliger à changer comme nos à chaque pratiques. fois, sans donner dans les propos faciles. C'est-à-dire que quand il y a une contrainte, il y a une opportunité. Et certainement, aujourd'hui, on a une opportunité pour nos modèles économiques de se transformer, pour être moins dépendants, on va dire, de chaînes d'approvisionnement éloignées, puis aussi moins dépendants des énergies fossiles dont nous disposons peu en Europe. Changement jusque dans nos modes de consommation, nous, le consommateur de base. Oui, alors, ce qui est certain, c'est que l'inflation aujourd'hui touche le panier... je ne vais pas dire la ménagère, parce que ce serait extrêmement sexiste, mais du ménager. Du ménager aussi. De façon visible. Donc ça change les modes de consommation. Ce matin, j'entendais le panier moyen dans les grandes surfaces a baissé de 3%, ce qui n'est pas grand-chose, mais malgré tout qui est un symbole. Et puis surtout, le panier se
différencie. C'est-à-dire moins d'achats de produits bio, moins d'achats, on va dire, de produits transformés, moins d'achats de viande, de poisson. Donc il y a ce sujet de pouvoir d'achat pour l'ensemble de concitoyens. Et tant l'État que les entreprises ne peuvent pas faire une barrière indéfinie, parce que faire cette barrière indéfinie, c'est réinjecter de l'argent dans l'économie. Et voilà, l'argent gratuit n'existe pas. Voilà. Donc tôt ou tard, que ce soit à 5 ans ou générationnellement, il faudra le payer. Donc on a cette phase de transition qui est difficile et dans laquelle l'ensemble des acteurs doivent se mobiliser de façon intelligente. Hein. Une phase de transition, une phase d'évolution qui impacte aussi la valeur travail. Oui, alors on le voit dans les entreprises. Alors déjà, une dimension extrêmement positive, parce que là, j'ai pas un tableau un petit peu noir, parce que bon, c'est vrai qu'on a du mal un peu à être positif avec tous les nuages qu'il y a. Mais la période post-Covid, avec le redémarrage très fort, voire brutal de l'économie, a créé une attractivité sur les emplois extrêmement forte. Et on a un taux d'emploi en France qu'on n'a pas eu depuis les années 85. Et notre taux d'emploi s'est rapproché du taux d'emploi de l'Allemagne. On est en situation, le nombre de personnes en situation de travail a augmenté à plus de 30 millions de salariés. Et puis le taux de chômage est un peu au-dessus de 7%. Donc on a une vraie plein emploi, plus des mécanismes sociaux qui permettent de protéger les plus fragiles. Donc ça crée cette tension sur le marché du travail et probablement aussi dans un contexte d'attentes différentes des salariés, qu'ils soient jeunes ou moins jeunes. Hein, je crois que parfois on caricature un petit peu entre les jeunes générations X, Y et moins jeunes. Il y a une attente dans la valeur de travail différente. Alors bien sûr, les éléments de rémunération comptent toujours, a fortiori dans ces niveaux d'inflation très élevés, mais le sens du travail, les valeurs qui sont développées dans l'entreprise, la capacité d'avoir de l'autonomie dans l'exécution de mes activités et non pas des tâches qui me sont confiées, le parcours que je peux faire dans l'entreprise, qui n'est pas forcément une carrière comme on pouvait l'imaginer il y a 20 ou 30 ans, mais le parcours, la diversité, compte beaucoup. Et donc aujourd'hui, et moi je le vois comme dirigeant d'une banque régionale, c'est plus ce salarié qui choisit son entreprise que l'entreprise qui choisit son salarié. Hein. Donc ça inverse les choses et je crois que c'est des mouvements de très long terme. Alors avec en plus, ce qu'on peut aussi qualifier, c'est que le télétravail, notamment pour les fonctions qui le permettent, crée une forme de salarié un peu distancié. Et ce salarié distancié, à un moment donné, il faut qu'on se pose la question, est-ce que c'est du travail indépendant ou est-ce que ça reste encore du salariat? Parce qu'on est parti sur un mouvement, aujourd'hui, je pense qu'il fonctionne pas mal, mais où il y a des attentes finalement de plus en plus indépendantes. Et un jour, peut-être, nos collaborateurs seront plus des travailleurs indépendants avec un lien économique avec l'entreprise, plutôt que des salariés qui sont en travail distant. Voilà. Merci Alain, voilà qui est bien noté. Hein, et on se rend compte que la valeur d'une entreprise, ce n'est pas uniquement sa valeur économique, hein, mais c'est surtout sa valeur humaine. Et de fait, on voit bien que les indicateurs de performance d'une entreprise, ce n'est plus uniquement sa bottom line, voilà, c'est plus son compte de résultat, c'est aussi sa capacité à agréger des ressources, y compris bien sûr des femmes et des hommes, mais aussi d'autres ressources, on le voit, le sujet de l'énergie par exemple aujourd'hui, et puis demain d'autres enjeux. Et plus généralement de l'environnement. Merci Alain pour ces précisions. Si certains l'appellent encore la ZIRST, en un demi-siècle, l'Innovalet, entre Mélan et Montbonneau, s'est imposé comme l'un des bassins économiques les plus dynamiques des Alpes. Pour preuve, 3 chiffres, 350 entreprises accueillies pour 11 400 emplois et 1200 chercheurs. Innovalet fête cette année ses 50 ans en confortant son identité de technopole d'innovation, avec aussi de nouveaux grands défis à relever. On y reviendra. Pour souffler ces 50 bougies, nous accueillons 2 chefs d'entreprise installés sur Innovalet. Cédric Pérez, bonjour. Bonjour Christophe. Vous êtes directeur général de Sames, la première entreprise à s'être installée sur Innovalet il y a 50 ans. Et Christophe Matevé, bonjour. Bonjour Christophe. Vous connaissez, hein, on vous a souvent reçu ici avec d'autres casquettes. Fondateur de Telnou, qui est une start-up incubée sur place sur le tarmac à Innovalet. C'est l'incubateur d'Innovalet, on va y revenir. Alors, la ZIRST s'appelle maintenant Innovalet depuis 2005. Il faut s'y habituer. Sa création remonte à 1972. On a très vite dit que c'était un petit peu la Silicon Valley à la française. C'était l'ambition de départ.
Oui, tout à fait. Alors Silicon Valley, je ne sais pas. En tout cas, c'était la Technopole avant Savoie Technolac, avant tout ce qui se passait dans la région PACA. Ça a été une des premières à se créer en 1972 avec un bassin de chercheurs, en l'occurrence SAMES, la société que je dirige à l'heure actuelle, qui était une émanation de chercheurs du CEA. Et en 72, on ne parlait pas de start-up, mais c'était déjà une start-up, parce qu'en fait, ils étaient rue Ampère dans Grenoble, et ils se sont installés sur cette technopole qui, pour eux, était une association qui était la propriété des chefs d'entreprise qui la constituent et qui est gérée par les chefs d'entreprise qui la constituent. Ce qui est différent de toutes les autres technopoles en France à l'heure actuelle. On est à la fin des années 60, quand tout ça naît dans la tête des créateurs d'Innovalley, avec cet esprit qui était de profiter déjà de cet écosystème et des liaisons. Et on pense notamment à un grand groupe qui a contribué à la création d'Innovalley, c'était Merlin Gerin. Oui, tout à fait. Merlin Gerin, qui est devenu ensuite Schneider et ainsi de suite. Ouais. Et qui a été présent sur Innovalley, qui récemment a quitté pour se mettre sur d'autres territoires. Et à l'emplacement où était Schneider, pour ne pas le nommer, s'est créé, je ne sais plus, plusieurs dizaines d'entreprises, dont plusieurs start-up et plusieurs services également communautaires, sachant qu'en fait, l'association Innovalley apporte des services aux entreprises qui la constituent, quelle que soit leur taille. C'est-à-dire que vous soyez 2 salariés ou plusieurs centaines, vous bénéficiez à la fois d'un restaurant interentreprise, où il y avait anciennement 3 sites, maintenant il n'y en a plus que 2, des services d'une coopérative d'achat, où vous pouvez acheter au tarif grande entreprise, même pour des petites entreprises. On a 130 clubs de sport qui font des activités entre midi et 2, dans lequel se régalent les entreprises. Ça fait partie des valeurs dont vous parliez tout à l'heure. En fait, les gens viennent travailler sur Innovalley parce qu'ils y prennent plaisir, non seulement dans le travail, mais également en dehors du travail, à la fois dans le restaurant de restauration pour se retrouver entre amis et également pour pouvoir se bouger un petit peu, ce qui est très bon pour la santé. Pour faire des affaires, il y a effectivement ce lien avec des centres de recherche, l'université, des grands groupes, des PME, tout ça est évidemment essentiel. Oui, tout à fait. On est en collaboration avec tout notre écosystème grenoblois, que ça va du Voironnais au Trièves et toute la vallée du Grésivaudan. On ne pense pas que Innovalley, Mélan-Montbonneau et juste Grésivaudan. On est en interaction avec tous les acteurs et également avec les différentes technopoles de France, voire mondiales, étant donné qu'on a eu des délégations coréennes, chinoises qui sont venues nous visiter. C'était avant le Covid, mais bon, on reste international néanmoins dans l'esprit. Et j'ai évoqué cet incubateur du coup, sur lequel est installé Telnou, ce tarmac. Qu'est-ce que c'est ? Alors, le tarmac, c'est une pépinière d'entreprise qui a été initiée par Christophe, qui est ancien président d'Innovalley, auquel j'ai succédé en 2016. Et en fait, on avait la volonté réellement de créer quelque chose qui soit différent. Et on voyait des pépinières un petit peu à droite à gauche, où ce n'était pas forcément géré par des gens qui connaissaient vraiment le monde de l'entreprise et où, plutôt que d'héberger uniquement des mètres carrés, on apportait également de la compétence, qu'elle soit financière, technique, commerciale ou autre, avec la communauté de chefs d'entreprise qui constitue Innovalley, et également les aider dans les coups durs, que ce soit financiers ou moraux, parce qu'être entrepreneur aujourd'hui, que ce soit en France ou ailleurs, c'est compliqué. Alors, je le disais, 350 entreprises aujourd'hui hébergées sur Innovalley, dont SAMES, qui est un bon exemple précisément de ces entreprises. Ça a été, je le disais, la première start-up à l'époque à s'installer sur place. D'abord, qu'est-ce que c'est SAMES, un industriel maintenant un grand groupe spécialisé dans les produits de pulvérisation de peinture. Expliquez-moi. Oui, alors on ne fait pas que de la pulvérisation. En fait, SAMES, c'est coller, protéger ou embellir les matériaux. Et on dit par extension sur les systèmes de valeur dont vous disiez, par rapport à coller, c'est rassembler les hommes et les femmes, protéger l'environnement et embellir le monde. Donc en gros, qu'est-ce que ça veut dire ? On fait des systèmes de la pompe à l'applicateur, que l'applicateur soit manuel ou robotique également, pour pouvoir coller, protéger ou embellir des surfaces. On peut tout faire, sauf les routes et les maisons. Donc en fait, les chaussures que vous portez, les ceintures, les vêtements, les meubles, les meubles, le tout cuir, peut être traité. Oui, tout à fait. On a 50% de notre chiffre d'affaires qui est dans l'automobile, que ce soit pour du collage ou de l'anticorrosion ou de la peinture, 30% dans le bois, que ce soit pour les meubles ou la construction, et 20% dans tout le reste, que ce soit des PC, des téléphones ou des
des ustensiles qui soient féminins ou masculins. Bon, alors ça, c'est effectivement pour ce qui est devenu Sames, hein, mais au début, hein, je crois que la première grande innovation, c'était ce fameux premier pistolet manuel à poudre, hein, c'était dans les années 60, c'est ça? Oui, tout à fait, ça s'appelait même la samésisation, c'était l'invention du concept électrostatique où en fait on avait des générateurs qui faisaient 5 mètres de haut sur 1,50 m de large, et sachez que maintenant on fait la même chose dans 2 cm de long sur à peine 1 cm de large, donc en fait, et avec 10 fois plus de puissance et en consommant beaucoup moins. Donc on évolue avec son temps. Aujourd'hui, Sames, c'est 1 millier de personnes dans Oui. 17 pays, un chiffre d'affaires de 200 millions d'euros, Oui. 90% à l'export. Je comprends bien pourquoi cette installation sur Innovalet. Vous avez choisi d'y grandir, d'y prospérer en restant à Innovalet. Oui, tout à fait. Nous appartenons au groupe Excel Industrie, qui est un groupe familial français. Et on s'est posé la question plusieurs fois de délocaliser pour monter à Paris. Auparavant, avant Sames, c'était Sames-Kremlin, 2 filiales. Donc Kremlin était en région parisienne et Sames était en région Rhône-Alpes, donc en fait Grenoble. Il y a eu longtemps le débat. L'actionnaire disait « ouais, il faut quand même 3 heures de TG pour venir vous voir » et ainsi de suite. Et on disait « oui, mais quand même, quand on amène les clients, ils se souviennent de l'expérience. Qu'ils soient américains, chinois, japonais ou autres, ils viennent à Grenoble, ils m'en parlent encore plusieurs années après. » Grenoble également, c'est un terreau étudiant. On a énormément d'étudiants et on a beaucoup d'étrangers, dont j'ai rencontré un Premier ministre coréen, Corée du Sud, récemment. Il avait fait ses études Ici. à Grenoble. Donc en fait, je veux dire, Grenoble est quand même capitale des Alpes. C'est quelque chose qui est important, comme le disait notre ami tout à l'heure, par rapport aux valeurs, par rapport aux valeurs travail. Travailler dans un tel environnement, c'est beaucoup plus simple. Christophe Matevé, alors vous avez longtemps présidé le réseau Entreprendre Isère. Vous êtes, je le disais tout à l'heure en off, un serial entrepreneur. Voilà, vous vous êtes lancé dans cette application. Telle-nous, en quelques mots, une cartographie pour découvrir le patrimoine, l'histoire? Oui, c'est une application pour les smartphones dont l'objectif est d'être un audio guide universel. L'objectif, c'est quel que soit l'endroit où vous êtes en France, et demain dans le monde, je vais être capable de vous expliquer ce que vous êtes en train de voir, vous expliquer l'histoire de ce que vous êtes en train de voir, que ce soit à l'extérieur, dans une ville, un monument, ou à l'intérieur, dans un musée, un château. Je vais vous raconter l'histoire. Une sorte de visite guidée autonome grâce à des capteurs Bluetooth. Visite guidée autonome, positionnement GPS et puis explication des différents lieux dans un musée, mais aussi conjointement avec toutes les autres formes de visite. C'est-à-dire que l'on veut pouvoir intégrer aussi d'autres formes de musique. Et la première des visites, c'est avec des guides humains, parce que ça, je crois que rien ne remplacera cette expérience. Mais il faut donner envie. Et notre objectif avec Telle-nous, c'est donner envie aux gens, aux familles, de dire « Tiens, je ne savais même pas qu'à côté de chez moi, il y avait ça. Et ben, ce week-end, je vais aller le voir. » Alors, c'est une start-up qui est née il y a quelques années, il y a 3-4 ans. Hein. Voilà, fin 2017, première application sortie courant 2019. Et puis, mars 2020. Donc, avec la Covid, c'est vrai que les visites guidées se sont un petit peu arrêtées. Oui. Donc, on a mis en sommeil Telle-nous pendant 2 ans. On a gardé les collaborateurs, mais on a mis en sommeil en termes de développement. Et on vient de relancer l'application et la nouvelle version vient juste de sortir. Elle n'est pas encore totalement sèche, mais vous pouvez y aller et vous pouvez découvrir plein de choses. La nouveauté, c'est par exemple qu'on a rajouté aussi des événements. Donc, vous pouvez savoir ce qui se passe n'importe où en France, mais aussi des visites organisées et des circuits. Donc là, on a combien de points patrimoniaux recensés? Aujourd'hui, on a la plus grande base mondiale du patrimoine français. Ah oui. Plus de 150 000 points d'intérêt audio guidés. D'accord. Voilà. Donc, évidemment, de la recherche, de l'innovation, hein, ce qui a expliqué votre installation sur Innovalet. Pourquoi avoir choisi ce site-là, finalement? Alors, pourquoi Innovalet? Alors, je suis un petit peu un vieux d'Innovalet, puisque j'ai commencé mon premier job chez Innovalet, dans une entreprise qui s'appelait Industrie et Technologie de la Machine Intelligente, ITMI, en 90, où je travaillais sur les systèmes experts, les robotiques. Et je ne suis pas du tout informaticien ni technique, plutôt de formation commerciale. Mais j'ai commencé dans ce métier-là pour vous dire que c'était une filiale de Capgemini. Ouais. J'ai fait 6 ans ça et ensuite j'ai fait 2 ans dans une autre entité qui était présente, qui est Capgemini Innovation, qui en 96 était précurseur en matière d'Internet
puisque Capgemini Innovation travaillait, on a été le premier fournisseur d'accès en France, Inforoute, première plateforme d'hébergement Internet, premier site de e-commerce en Europe, c'est nous. Le premier pari en virtuel avec Canal+, c'est nous aussi, etc. Donc j'ai travaillé dans Donc à l'époque, évidemment, Innovalley, c'était indispensable. Mais pourquoi maintenant ? Eh ben, quand j'ai voulu créer mon entreprise, je l'ai créée à Innovalley. Et quand j'ai voulu, après différentes entreprises, créer telles nous, c'était évident pour moi d'être à Innovalley. Et en plus, depuis, il y avait le tarmac. Voilà, au sein de cet incubateur. Exactement. Et comme l'a dit très bien Cédric, c'est un incubateur qui n'est pas simplement une pépinière, c'est-à-dire là pour vendre des mètres carrés, uniquement de bureaux, mais surtout apporter un service à la fois aux chefs d'entreprise, mais aussi aux salariés qui sont dans ces pépinières pour optimiser leur développement. Et en plus, c'est très croisé, il y a beaucoup de fertilisation croisée, donc il y a des moments pour qu'on puisse partager tout cela. Et même par rapport à Telnou, qui est plutôt dans le tourisme et le patrimoine, on a d'autres startups qui sont aussi dans cette logique-là, ce qui nous permet aussi d'échanger et plutôt de chasser seul, de chasser plus en meute. Chasser en meute, on le dit souvent ici, Alain. Hein. C'est aussi un élément très intéressant, dynamique. Et puis il y a ce côté aussi, même si j'ai un peu d'expérience, quand on crée, quand on entreprend, comme tu le disais, c'est très risqué, mais c'est tellement passionnant. Et de se sentir accompagné, de ne pas être tout seul à ce moment-là, comme dans le cas de Réseau Entreprendre aussi, c'est la même logique, c'est la logique du partage et d'enrichissement mutuel. Bon, alors 50 ans, c'est bien, mais ça oblige aussi à s'adapter. Il y a de nouveaux défis devant Innovalley. Le défi de la mixité, d'abord, sur place. C'est une grande zone d'activité, mais ça ne doit pas être que ça. Tout à fait. Alors, il y a des gros défis. Innovalley s'est réinventé, en fait, à la fois avec les communes de Mélan et de Montbonneau. Auparavant, il y avait beaucoup d'entreprises, peu d'habitat, où il y avait une scission entre les deux. Maintenant, de plus en plus, on a de l'habitat qui se construit et des commerces. Donc, il y a le retour des commerçants. Il y a encore quelquefois un petit problème de logistique sur les transports et sur les parkings. C'est en cours de résolution à l'heure actuelle. Mais ça évolue. Oui, sur l'accessibilité, en fait, il y a des grands axes. Le tram n'y est pas encore, mais en tout cas, on a le C1 qui va jusqu'à Montbonneau. On s'est battu longtemps pour que ça puisse se faire. La nécessité de maintenir et de développer aussi de la production, avec des ateliers de production. Oui, alors de la production, je suis bien passé pour le savoir, parce que nous, on a notre usine en fait, qui fournit le monde entier, qui est basée à Mélan, chemin de Malaché, et on compte y rester. C'est-à-dire, en fait, on ne veut pas forcément... Alors, on parle souvent col blanc, col bleu, on ne va pas que de la recherche, on veut aussi de la production. Et en fait, nous, on a la R&D qui est au plus près de la production, parce qu'en fait, en production, c'est là où on voit les vrais problèmes d'industrialisation, et il faut que ça remonte en R&D directement. Donc en fait, on a vraiment les gens travaillent en famille, de telle sorte dans la bonne humeur, de telle sorte à ce que l'entreprise puisse vendre des bons produits à travers le monde. Bon, et puis il y a aussi le défi du développement durable, Alain Denisot en parlait aussi, la clair. Transition écologique est indispensable aussi à Innovalley. Ah, ça c'est clair, et nous, notamment en matière d'immobilier. Oui, alors immobilier, de plus en plus, on régénère. Il y a beaucoup d'anciens bâtiments des années 70 qui ont été abattus. Les terrains ont été rachetés d'ailleurs par la mairie quelquefois pour pouvoir faire reconstruire des bâtiments qui soient éco-friendly ou qui soient quelquefois autonomes. On n'y est pas encore, mais en tout cas, il y a des belles pépites d'entreprises qui ont des bâtiments qui sont proches de l'autonomie, énergétique en tout cas. Merci beaucoup Cédric Pérez, merci Christophe Matvey d'avoir été avec nous. Bon 50e anniversaire à Innovalley, dont je rappelle ces chiffres, 350 entreprises et 11 400 salariés. On reste précisément à Innovalley avec une start-up bien décidée à surfer sur la mode du bien-être. Pilot a mis au point un coussin anti-stress. En se calant sur la respiration de son utilisateur, eh bien, il délivre des vibrations sur le modèle du ronronnement des chats qui sont censés apaiser. Ajoutez-y là aussi une application mobile et vous voilà parti pour un voyage sensoriel idéal à la détente. Explication. Il ressemble à un petit oreiller et pourtant Pilot est ce coussin intelligent qui permet de rester zen. Élaboré à Mélan par Lucille Chabre et Guillaume Roche, il permet de lutter contre le stress, les insomnies et les crises d'angoisse à l'aide de ces différentes vibrations. L'idée c'est qu'on va mettre le coussin Pilot contre soi, on va respirer tout simplement et le coussin avec son intelligence embarquée dedans va pouvoir calculer notre rythme de respiration naturel, donc ce que je vis à l'instant T, et s'adapter par rapport à ça. Une fois qu'il a compris notre rythme, il va envoyer des vibrations rythmées,
Donc simplement, la vibration, elle va augmenter et diminuer, et je vais inspirer quand elle augmente et expirer quand elle diminue. Après 3 années de recherche, le petit coussin offre aujourd'hui des séances sur mesure et propose également des ambiances sonores selon l'humeur. Si on veut aller plus loin dans l'expérience, on peut utiliser l'application mobile pour avoir accès à tout un panel d'univers audio pour accompagner la séance et puis créer cette petite bulle de protection. Je choisis ici l'expérience que je veux faire, donc selon si je veux bien dormir, m'apaiser, donc ça doit être après une crise d'angoisse ou pendant une crise d'angoisse, ou simplement rester zen, donc la prévention au quotidien. Je vais choisir un audio qui correspond à mon besoin, donc la forêt enchantée, feu de camp, etc. Donc, voilà, donc je vais pouvoir choisir mon audio. Et là, ça va venir calibrer. Donc je prends le coussin contre moi et je vais respirer un moment. Le coussin Pillow reproduit également le ronronnement des chats et crée ainsi un réconfort sensoriel pour les plus jeunes et les personnes âgées. Et pour Lucille Chabre et Guillaume Roche, pas question de s'endormir sur leur laurier. Soutenu par BPI France et une campagne de financement participatif qui a cartonné. Ils ont fait tester leur coussin Pillow à 300 utilisateurs et ils envisagent une production d'1 millier de coussins par an, pour commencer en tout cas. Vous le savez, Alpes Décideurs vous donne la possibilité de poser vos questions à notre expert. Écrivez-nous, Alpes Décideurs. Alors attendez, j'ai oublié l'adresse du coup. Vous allez m'aider, Alain. alpesdecideurs@telegrenoble.net. C'était bien ça. Cette semaine, Alain, une question d'Aurélie qui veut savoir ce qui se cache derrière ce fameux PIB, ce produit intérieur brut. Alors, PIB, donc c'est produit intérieur brut, c'est la mesure en fait pour une économie, pour un pays par exemple, ou pour un territoire. De sa création de valeur, qui est en fait un des agrégats principaux de la comptabilité nationale, en France notamment, et qui permet d'identifier par les entreprises, par la consommation, par l'investissement, par les administrations, finalement la valeur réelle, hors effet de prix, qui est créée sur un territoire. Donc c'est un des éléments qui est suivi dans toutes les économies. Alors il y a bien sûr des éléments correctifs, pour donner quelques anecdotes qui vont influer le PIB. On sait que dans toutes les économies, il y a l'économie souterraine, qui n'est pas très importante en France, elle l'est plus dans certains pays du Sud. Et par exemple en Italie, où on estime l'économie souterraine autour de 12%, le PIB est retraité de cette économie souterraine. Bien sûr. Et puis c'est exprimé en pourcentage, donc bien sûr c'est une valeur relative. Plus le pays est grand, plus le PIB, quand il s'exprime en pourcentage, est important. Voilà. Donc quand il y a 2% de croissance du PIB en France, mais en plus que 2% de croissance du PIB en Grèce. Voilà, très simplement. Très simplement. Merci beaucoup Alain pour cette explication très simple. Et je vous rappelle l'adresse alpesdecideurs au pluriel @telegrenoble.net. Qu'on s'y retrouve en famille pour marquer un événement, en séminaire ou pour discuter affaires, on y est toujours accueilli avec tous les égards et le sourire de la maîtresse de maison. Dans l'auberge Chavant, à Bresson, l'art de recevoir est une signature. Décor, ambiance, cuisine gastronomique ont fait la réputation du lieu, un lieu qui fête 170 ans. Tout a commencé en 1852 avec une petite auberge de campagne. Alors cette maison, c'est un restaurant avec service dans le jardin, notamment, sous les arbres. Et pour nous en parler, c'est Daniel Chavant qu'on accueille. Bonjour. Bonjour Christophe. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Votre hôtel-restaurant, vous aimez le présenter comme une maison de famille? Oui, parce que c'est une maison de famille. Et c'est notre maison depuis 170 ans, 1852. Les générations ont défilé et je suis avec beaucoup de plaisir toujours à la tête de ma maison. Voilà. Quand vous dites votre maison, c'est avec aussi beaucoup d'affection, parce que je crois que vous y êtes même né. Complètement, oui. Oui, je pense que maman n'a pas eu le temps d'aller plus loin, donc quand je remplis mes papiers, né à Bresson, vivant à Bresson, voilà. Alors on le voit sur les images, un moment de détente au bord de la piscine, dans le parc, déjeuner à l'ombre des arbres centenaires qui sont encore là. Dégustation au coin de la cheminée, c'est ça l'ambiance? Oui, même une cave de dégustation avec de belles collections de Porto, de Tarragone, etc. Tout ce qui fait l'histoire de notre famille, voilà. Que de chemin parcouru depuis cette auberge des Marronniers en 1852. Qu'est-ce que ça vous inspire? Beaucoup de travail de nos arrière-grands-parents, beaucoup de passion. Ce qui fait une maison, c'est les bonheurs, c'est les chagrins, c'est tout ça. Et
et qui crée une âme à une maison. Et le plus beau compliment qu'on puisse me faire, c'est lorsqu'un client rentre et me dit « on se sent bien chez vous ». Et là, voilà, c'est très gratifiant et je me dis c'était souhaité, voilà. Alors tout a commencé en 1852, hein, c'était votre arrière-grand-père même à l'époque. Puis il y a eu Émile, le grand-père. Oui, grand-père, le père. Le père, Émile également. Émile dans la famille, mon frère y a échappé avec un Jean-Pierre. Jean-Pierre, votre frère, voilà. Et vous-même. Et ma sœur aussi, qui était aussi dans l'entreprise. C'était vraiment l'entreprise familiale, parents et enfants, voilà. Vous n'étiez pas destiné, vous, à vous installer dans cette maison familiale? Oui, j'étais la dernière, forcément peut-être un peu plus rebelle. Les jeunes filles déjà à l'époque, oui, les jeunes filles à l'époque, ça fait sourire, mais rêvaient d'être hôtesse de l'air. C'était le voyage, c'était le loin, le rêve, voilà. Mais la vie en a décidé ainsi, puisqu'à la sortie de l'école hôtelière, j'ai perdu maman et j'avais 20 ans, donc j'ai resserré, j'ai rejoint la famille pour serrer les coudes et être là. Et depuis, c'est vous qui pilotez cette maison, ce restaurant avec service dans le jardin dès les beaux jours, cette cave, vous le disiez, pleine de trésors, aussi 4 chambres, 2 suites, puisque c'est un hôtel-restaurant, tout cela dans une ambiance maison de charme à laquelle vous êtes très attaché. On va faire cette petite visite guidée. Chez Chavant, cela fait plus d'un siècle que l'on prend soin de ses clients. À quelques minutes de Grenoble, c'est dans un cadre idyllique sur la commune de Bresson que l'établissement est devenu une institution au fil des années. Une maison qui allie modernité et tradition, et ce depuis 1852, où le lieu est pour la première fois reconnu agriculteur aubergiste, un établissement qui prendra un autre tournant en 1933. C'était vraiment l'auberge de campagne, où on venait jouer aux boules, où on venait manger l'omelette et le fromage blanc, etc. C'est vraiment en 1933, lorsque maman a rencontré mon père, qui était chef à l'hôtel de Paris à Monte-Carlo, que c'est devenu, que cette auberge a pris plus de sens de cuisine, de menus organisés. C'était vraiment avant la petite auberge de campagne, quoi, rien d'autre. Une histoire de famille qui continue jusque dans les cuisines. Le chef Fabien Capogna a commencé sa carrière en apprentissage au même endroit il y a 20 ans. Après avoir parfait son expérience auprès de chefs prestigieux comme Paul Bocuse ou encore Jean-Pierre Jacob, il exerce désormais son savoir-faire en tant que chef dans ses cuisines depuis 2018. Un chef qui s'appuie sur des produits locaux pour créer des plats de qualité aux saveurs subtiles. On essaie de faire une cuisine locale. Bien sûr avec des petits producteurs de proximité au maximum bien sûr parce que c'est pas toujours évident. Ils n'ont pas toujours les quantités pour, mais là en moyenne on y arrive. On arrive à avoir du fruit et légumes maintenant de la région. On arrive à avoir du butternut d'Herbé. On arrive à avoir avec les déclics paysans pas mal de produits locaux. En cuisine, 8 personnes, dont Thibaut Fraise, second de cuisine, qui a lui aussi pu parfaire son expérience au sein de la maison Chavant, et ce, depuis une dizaine d'années. C'est génial avec Fabien, c'est qu'on communique vachement, on a les mêmes valeurs tous les deux, tant au niveau de la cuisine que personnel. Du coup, on arrive tous les 2 mois, comme lui, à assembler nos idées pour au final sortir des choses qui nous ressemblent à tous les deux et pas uniquement au chef. Il m'investit beaucoup dans le choix des produits et de la carte. Qui dit de bons plats dit également de bons vins. La maison Chavant regorge de bouteilles qui retracent l'histoire de cet établissement depuis plusieurs siècles. Là, on est dans la cave Émile Chavant, qui est le nom du papa de Mademoiselle Chavant. On a autour de 5-6 000 bouteilles. On a des collections qui datent du grand-père, justement, d'Émile. Il y a une collection de Porto, là, juste dans la vitrine, qui démarre à 1900, les années 1900. Ensuite, dans les bouteilles de vin, on a des choses de 1920, Macau-Médoc, ou sur des Aubryon, des Pétrus, des Romanée-Conti, des Magnum d'Armagnac, des Tarragone. On a plein de choses qui sont là depuis très longtemps, oui. Une quinzaine de personnes travaillent pour permettre le service du midi et du soir d'une quarantaine de couverts, ainsi que l'accueil des visiteurs dans les 7 chambres d'hôtel de l'établissement. Voilà, pour ceux qui sont rares, qui ne connaissaient pas Daniel Chavant, intéressons-nous un peu à la cuisine. Alors le chef, on l'a vu, Fabien Capogna, formé chez vous depuis longtemps, un ancien apprenti. Là, c'est l'automne. Faites-nous saliver un peu à la carte. Qu'est-ce qu'on mange ? Eh bien, les premiers gibiers arrivent avec difficulté parce que les approvisionnements sont très, très compliqués.
vraiment. Les gibiers, bien sûr les légumes, dont vous a parlé du butternut, et c'est vrai que ça paraît tout simple, tout évident, mais quand vous trouvez le bon producteur, mais c'est un bonbon quand vous le mangez. Enfin, c'est sidérant de voir la différence, et on a un beau territoire là-dessus. Et Alpes Isère travaille beaucoup, aide beaucoup. Et on a des veaux, de l'agneau. Enfin, vraiment, on est gâtés. Hein. Et Fabien fait des mariages exceptionnels. Avec des oui, produits, voilà, la coquille Saint-Jacques et du butternut, enfin des choses assez étonnantes. Oui, vraiment. Et puis, c'est vrai, vous avez vu l'équipe, le duo, ils s'entendent très bien et chacun doit respecter l'autre. Et c'est toujours ce que j'ai essayé d'instaurer dans l'entreprise, dans mon équipe, c'est que la salle a besoin de la cuisine et inversement, c'est pas toujours le cas, il y a souvent des petits... Et nous, c'est une équipe, voilà, et c'est une famille. Bon, le succès de l'hôtel-restaurant réside aussi beaucoup dans l'art de recevoir. Ne soyez pas modeste, et dans l'ambiance que vous avez créée. En 2014, d'ailleurs, vous avez beaucoup investi pour redécorer, revoir le décor. On l'a vu sur les images. Oui. Comme dit mon fils avec beaucoup d'humour, d'un décor un peu gris, j'ai mis de la couleur. Voilà, j'ai mis beaucoup de couleurs et puis c'est ma maison, donc je me suis fait plaisir. Alors on a gardé des meubles de style, mais avec de la couleur, avec des décors modernes, voilà. Les boiseries. Oui, je tiens aux boiseries parce que ça, c'est une histoire derrière. Et que ce soit du chêne sablé, du merisier, enfin, tout ça rappelle plein de choses. Et moi, je suis une femme d'objets. J'aime la belle argenterie, j'aime le bois, j'aime les belles peintures, tout ce qui fait l'histoire. Tout ce qui fait cette maison de famille, hein, les tentures, c'est cosy, c'est raffiné en fait. C'est ça ce que vous avez, c'est l'esprit que vous avez voulu donner? Égoïstement, je me suis fait plaisir. Et je suis ravie que mes clients soient heureux d'être là. C'est le but. Vous savez, ce sont des professions très gratifiantes. Et c'est ce qu'on apprend à nos jeunes. On rend heureux. Et aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de secteurs. Hein. Non, il faut qu'on continue à maintenir cette fierté de cette profession. On en a besoin, vraiment. Bon, c'est une profession qui, effectivement, avec le Covid, a aussi beaucoup souffert. Et c'est une profession, on ne le dit pas suffisamment, qui nécessite des investissements lourds. Je parlais de la décoration, du décor que vous avez créé. Mais une cuisine, ça coûte très cher. C'est des investissements qui sont très lourds, une cuisine professionnelle. Énorme. C'est énorme parce qu'en plus, il y a les normes qui changent constamment. Et puis, il faut remplacer au maximum la main-d'œuvre qui est un peu plus difficile à trouver. Et voilà, comme un sorbet est tourné à la minute. Chaque sorbet qui part est tourné à la minute. Et ça, c'est un pack-au-jet et c'est des sommes, en centaines de milliers d'euros, bien souvent, les investissements. Ça ferait de beaux tableaux, ça ferait, je sais pas, de beaux sacs Hermès, je sais pas. Mais ça fait aussi une belle ambiance. D'ailleurs, en parlant d'ambiance, vous mettez un point d'honneur à accueillir vos visiteurs. Je me fais plaisir, vraiment. Et vous savez, j'avais une vieille cliente, quand elle partait, elle me disait « Vous avez été ma petite pierre blanche de la journée ». J'ai aimé cette image. Et quand je vois certains clients avec plaisir que je n'ai pas vu depuis longtemps, ils sont mes petites pierres blanches de la journée. Et voilà, je suis heureuse. Bon, et puis cette maison de famille, comme dans toutes les familles, c'est aussi l'ambiance qu'on y crée avec son personnel. Un personnel qui est fidèle à la maison Chavant. Oui, puisque le maître d'hôtel avait 41 ans de maison, le sommelier 30 ans, le second 25. Enfin, moi, j'ai besoin d'être entourée de gens que j'aime. Donc, là aussi, quand un doit partir pour une raison qui est tout à fait pertinente, de famille ou autre, je dis non, ne me quittez pas, j'aime pas qu'on me quitte, quoi. J'aime qu'on reste avec moi. Et puis, on a toujours été un clan, les Chavants. Et ma sœur a une fille aussi qui, elle, est impliquée, elle s'occupe de la communication. On est en réseau, quoi. Mon fils, nos collaborateurs tournent. En ce moment, j'ai un collaborateur de la brasserie de Grenoble. Et il me disait, je lui dis, Henri, c'est pas trop dur. Il me dit, mais c'est magnifique parce qu'on se réimprègne de tout cela, quoi. C'est ça aussi le petit groupe familial qui est important. Et aujourd'hui... Charles-Henri est vraiment dans cette construction de groupe familial.
Charles-Henri Ducret, votre fils, qui fête lui les 10 ans de la brasserie Chavant à Grenoble. Oui, tout à fait. Voilà, 170 ans pour la maison Chavant à Bresson. Et le Parc Hôtel a 60 ans. Félicitations. Oui, Félicitations, c'est effectivement une belle saga qui inspire évidemment le respect. Bien sûr, puis c'est un endroit effectivement absolument délicieux à fréquenter, à la fois gustativement et puis par l'accueil. Voilà. C'est gentil. Non, mais je vous le dis très sincèrement. Voilà. C'est gentil. J'avoue que je suis tous les matins, je suis heureuse d'avoir le même plaisir, vraiment. D'abord, on ne peut pas le faire sans plaisir, vraiment. Merci en tout cas et félicitations d'abord pour ces 170 ans de la Maison Chavant et pour votre énergie, Daniel Chavant. Merci d'avoir été avec nous, merci infiniment. Merci Alain, merci à tous de votre fidélité. Vous pouvez bien sûr retrouver Alpes Décideurs sur internet, télégrenoble.net. À très vite. C'était Alpes Décideurs avec la Caisse d'épargne Rhône-Alpes, une banque commerciale, régionale et coopérative. Nord Isère Économie et Présence, partenaires des entreprises de votre territoire.